Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire tragique de Lisa Arnum et c'est parti. Lisa Arnum est une magnifique jeune femme de 31 ans. Elle est née en juin 1981 et elle a été élevée par sa mère qui s'appelle Joanne au Canada et elle a aussi un frère. En étant très jeune, elle était vraiment dynamique et sportive. Et en grandissant, elle s'est intéressée au football, au karaté et elle aimait la musique ainsi que la danse. Lisa, c'est aussi une talentueuse danseuse puisqu'elle a étudié les claquettes, le jazz et le ballet. Elle a participé à plusieurs compétitions au Canada et aux États-Unis. C'est une femme qui est décrite par ses proches comme très souriante, très généreuse et responsable. Et Lisa, en fait, elle avait besoin de changement dans sa vie en 2004 et elle a alors décidé de faire un voyage en Australie. Elle voulait un peu prendre l'air, voir d'autres choses, découvrir une nouvelle culture et rencontrer du monde. Elle s'est donc installée en Australie en 2005 et elle a pris un visa de travail sur 12 mois et elle a atterri à Sydney. Là-bas, elle a vite trouvé du travail puisqu'elle a commencé à travailler au salon Australian Hair and Beauty Bondi Junction qui se situe dans une banlieue de Sydney. Donc tout semblait lui sourire puisqu'elle avait trouvé un travail, elle s'était bien installée et elle était très épanouie là où elle était. Mais malheureusement, sa vie va tragiquement basculer après une rencontre plutôt fatale. Et côté cœur, Lisa a fréquenté un homme plus âgé qu'elle en 2009, mais cela n'a pas marché entre eux. Et en fait, cet homme, il va lui présenter Simon Gitani. Et au départ, Lisa, elle n'est pas vraiment emballée par Simon. Elle ne le trouvait pas assez viril, mais ils ont bien échangé ensemble et au début de 2019, apparemment, elle cherchait un logement et Simon, il lui a proposé de rester dans sa chambre d'amis en attendant qu'elle puisse trouver un logement qui lui corresponde et qu'elle s'installe. Mais à force de se fréquenter amicalement et de passer du temps ensemble, les sentiments se sont développés entre eux. Lisa s'est rendue compte qu'il était plutôt gentil avec elle et qu'il s'occupait bien d'elle, donc elle a commencé à s'attacher à lui. Et 2 mois plus tard, ils ont décidé de se donner une chance et d'entamer une relation. Il faut croire que Lisa n'était pas trop certaine de ses sentiments au début, puisqu'elle a confié à sa mère qu'elle fréquentait Simon, mais qu'elle ne pensait pas être complètement amoureuse de lui. Elle était heureuse d'être avec lui et elle trouvait qu'il s'occupait bien d'elle et elle le trouvait assez charmant. Simon, lui, était très amoureux et démonstratif. Il se faisait passer pour le parfait gentleman devant Lisa, mais il cachait bien son jeu. Au début, tout se passait très bien entre eux, mais Simon a commencé petit à petit à devenir imposant et contrôlant. En juin 2010, à quelques jours du 29e anniversaire de Lisa, il lui a imposé de quitter son travail au salon de coiffure. Et en fait, il lui a fait croire qu'elle devait chercher une meilleure opportunité avec des clientes de classe beaucoup plus aisée. Il l'a manipulée et Lisa, elle était sûrement aveuglée par l'amour. Lisa, elle a fini par accepter de quitter son emploi. Simon lui a fait croire qu'elle n'était pas bien là où elle était, que son entourage au travail polluait son esprit et qu'elle devait se chercher un nouvel environnement plus adapté pour travailler, loin des personnes qui l'empêchent d'avancer. Lisa, elle ne disait rien et elle suivait toutes les demandes de son copain. Simon a commencé à devenir de plus en plus contrôlant. Il a piraté son compte Facebook afin de supprimer tous les messages d'hommes et il a surveillé ses demandes d'amis sur ce réseau. Puis, il a commencé à supprimer les propres amis de Lisa sur son compte Facebook. Il faut savoir que Lisa était assez loin puisqu'elle vivait à l'étranger et sa famille et ses amis n'étaient pas avec elle. Donc les réseaux sociaux, c'était sûrement l'un des moyens qu'elle avait pour communiquer avec eux. Elle était seule et Simon faisait tout pour l'isoler et l'empêcher d'avoir une vie sociale afin d'avoir une totale emprise sur elle. Lisa, elle aimait bien aller danser, mais très vite, Simon lui a interdit d'y aller. Il refusait d'aller dans des clubs avec elle car selon lui, elle attirait trop l'attention des hommes et il la regardait beaucoup trop. Il refusait que d'autres hommes posent les yeux sur Lisa. On sait que Lisa se sentait vraiment très seule car elle a envoyé le texto suivant à sa mère. « Ma famille et mes amis me manquent tellement, je n'ai pas de vie. » Simon, il a ensuite signé un bail pour un nouvel appartement et en fait, ce qu'il voulait, c'était emprisonner Lisa. Et Lisa, elle ne travaillait plus et elle n'avait personne d'autre que lui pour l'aider et pour lui tenir compagnie. Et Lisa, elle aimait aussi faire du sport dans un gymnase qui était public, mais rapidement Simon lui a
interdit de s'y rendre car encore une fois, tous les hommes allaient la regarder et la désirer. Il a décidé qu'elle resterait à l'appartement et il a engagé une entraîneuse personnelle pour elle afin de faire son sport à la maison. Et rapidement, tous les hobbies que Lisa avait, elle ne pouvait plus les faire et ses sorties préférées lui étaient interdites. Elle est arrivée à un stade où elle avait le droit de sortir uniquement pour faire des courses. Simon lui dictait absolument tout, c'est lui qui contrôlait où elle devait aller et à qui elle devait parler. Alors si leur relation était déjà très abusive, Simon va aller encore plus loin dans son emprise. Alors Simon, comme c'est un partenaire jaloux, il va commencer à lui dicter comment elle devait s'habiller, se coiffer et se présenter. Il va jusqu'à l'interdire d'être coquette lorsqu'elle devait sortir. Il lui a dit les mots suivants à propos de cette habitude. Cécilia, car lui Simon l'appelait Cécilia, c'était le deuxième nom de Lisa il me semble. Cécilia était évidemment très belle, elle portait des vêtements révélateurs, parfois sans soutien-gorge. Je lui disais qu'elle devait continuer à être très belle, mais juste pour atténuer à quel point elle révélait son corps, afin qu'elle n'attire pas le mauvais type d'attention et ne donne pas les mauvais signaux. Simon contrôlait absolument tout et faisait de Lisa sa marionnette et il ne supportait pas que les autres hommes puissent la regarder. En vrai, il essayait de l'empêcher d'être féminine en dehors de l'appartement. Elle ne pouvait plus porter ses cheveux lâches, pas de robe, pas de décolleté, pas de talons aiguilles et elle n'avait droit qu'à des tenues similaires à des uniformes, à des pantalons et des vestes fades et des chaussures plates. Et si elle se promenait les cheveux lâches, il l'agressait verbalement et il ne voulait aucun signe de féminité apparent. Il faut savoir que Lisa, elle avait un trouble alimentaire que je ne vais pas dire le nom et en fait c'était à l'époque où elle était danseuse, c'est-à-dire plutôt à son adolescence, mais dès qu'elle commençait à manger, elle se faisait vomir. Et Simon, il était au courant de ce trouble-là et il l'a menacé avec cela. Il lui disait qu'elle devait surveiller son poids car sinon, il la renverrait au Canada. Lisa, pendant ce temps, elle était complètement perdue et elle disait à sa mère qu'elle était amoureuse de son compagnon, mais qu'il était étouffant et violent. Elle était sous son emprise et complètement prise au piège dans cette relation. Simon essayait de manipuler Lisa afin qu'elle perde confiance en elle et qu'elle perde complètement son identité, qu'il la fasse douter et penser qu'elle ne pouvait rien faire sans lui et sans son approbation. Et surtout qu'elle n'était pas en capacité de prendre des décisions par elle-même. Simon, c'est un pervers narcissique qui a isolé Lisa afin d'en faire sa propriété. Et plus tard, lorsque ces textos seront analysés, on va se rendre compte du personnage odieux qu'il était. Il lui a envoyé un texto disant « S'il te plaît, ne regarde aucun gars, car tes yeux ne devraient regarder que moi. » Et un autre disant « Que diable penses-tu? Que tu te promènes dans la maison comme si tu la possédais ou que tu partes et reviennes sans ma permission. » En fait, il voulait dire qu'elle ne pouvait pas faire un pas sans son accord. Simon était d'abord violent, verbalement et émotionnellement, puis il est devenu aussi physiquement. Alors Simon, pour un oui ou un non, il explosait de rage et il agressait Lisa. Puis il y avait une phase de lune de miel où il lui couvrait de cadeaux et il lui offrait des fleurs et il jouait au parfait petit ami et il disait « Je suis désolé, je jure que je ne ferai plus, je vais changer, donne-moi une autre chance. » Puis il recommençait ses crises. Et ces crises de violence, elles commençaient à s'intensifier de plus en plus et Lisa, elle ne disait rien, elle espérait au fond qu'il allait changer. En juin 2011, le jour de ses 30 ans, Simon a demandé Lisa en mariage lors d'un grand rassemblement dans un restaurant. Et pour cette occasion spéciale, il a invité toute sa famille et ses amis à lui, mais pas ceux de Lisa. Elle était complètement seule. Et la jeune femme, elle a accepté sa demande. Et en fait, même si elle savait que Simon était violent, dans le fond, elle espérait qu'il allait changer et qu'elle allait vivre le grand amour. Selon l'une de ses rares amies en Australie, qui s'appelle Michelle Richmond, Lisa avait conscience du danger que représentait Simon, mais elle lui trouvait toujours des excuses et elle était très perdue et stressée. Elle voulait vivre un conte de fées et elle espérait que Simon allait devenir ce prince charmant qu'elle attendait depuis toujours. Simon continuait de manipuler Lisa et dès qu'elle faisait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il la menaçait de faire en sorte de l'expulser et d'annuler son visa. Il lui disait qu'elle était une clocharde et qu'elle ne pouvait rien faire sans lui. Le couple se disputait régulièrement et Lisa était malheureuse. Elle n'avait son mot à dire sur absolument rien. Et une fois fiancée, Lisa, elle a voulu commencer à planifier leur mariage, mais Simon lui a interdit de faire quoi que ce soit et lui a dit les mots suivants. « Je te ferai savoir quand nous commencerons à planifier, mais pour le moment, tais-toi. » Lisa ne pouvait même pas prévoir des choses pour son propre mariage.
Et depuis sa demande en mariage, Lisa, elle a commencé à réfléchir à tout ça et elle a pris conscience de l'emprise de Simon et surtout son trouble alimentaire est revenu, ce qui l'a beaucoup perturbée. Elle était très angoissée et elle avait peur que Simon le remarque et qu'il la punisse encore plus. Elle a alors contacté son amie Michelle ainsi que son entraîneuse personnelle qui s'appelle Lisa Brown afin d'avoir de l'aide et d'être conseillée. Elle leur a confié comment son fiancé l'a coupée de sa famille et de ses amis, qu'il manipulait tous ses faits et gestes, qu'il l'empêchait de sortir, qu'il contrôlait ses tenues et toutes ses activités. Michelle l'a alors conseillé sur ce qu'elle pouvait faire et où est-ce qu'elle pourrait trouver de l'aide. Lisa avait l'air déterminée à s'en sortir et elle a eu comme un électrochoc. Elle a compris qu'elle devait sortir de cette relation toxique. On dirait qu'elle avait prévu de s'enfuir puisqu'elle avait donné des sacs de vêtements à son entraîneuse et qu'elle avait mis des affaires personnelles dans une sorte de box. Elle voulait en fait retourner au Canada. Malheureusement, Simon, il va apprendre son plan puisqu'il a fouillé dans ses messages et il s'est rendu compte que Lisa voulait le quitter. Il va alors la confronter et il va surtout exploser de rage. Il l'a accusé de l'avoir trahi. Simon est entré dans une colère noire et il a appelé Michelle afin de l'insulter et de la menacer et il pensait qu'elle manipulait Lisa et qu'il voulait l'éloigner de lui. Simon ne voulait pas laisser Lisa lui échapper. Il a ensuite menacé sa fiancée et il l'a obligée à se mettre à genoux et à lui faire des excuses. Il lui a hurlé qu'elle devait lui obéir. Lisa, elle était complètement terrifiée et dépassée par la situation. Elle a alors appelé secrètement sa maman afin de lui demander de l'aide et elle l'a supplié de venir à Sydney pour la sortir de là. Joanne, sa maman, complètement paniquée, a réussi à obtenir un congé de son employeur et a décidé de prendre l'avion le plus vite possible pour aller chercher sa fille. Et bien sûr, Simon, il a appris qu'elle avait appelé sa maman. Lisa, elle était confuse et une dispute a encore éclaté. Simon a dit qu'il était au courant de tous ses moindres faits et gestes car il a installé des vidéosurveillance dans la maison ainsi qu'une application pour surveiller ses appels et ses SMS et qu'elle ne pourrait contacter personne sans qu'il ne soit au courant. En fait, Simon, il a installé un logiciel sur son ordinateur qui permet de surveiller tout ce que fait Lisa. Cette fois-ci, Lisa a pris conscience du danger que représentait Simon et qu'elle était avec un pervers et un prédateur. Elle a compris qu'elle était sérieusement en danger et encore plus maintenant si elle voulait lui échapper. Elle était morte d'angoisse et elle a compris qu'elle n'avait pas beaucoup de temps devant elle et qu'elle ne pouvait plus attendre que sa maman vienne la chercher afin de la sauver. Dans la nuit du vendredi 29 juillet 2011, Lisa est en panique. Elle sait qu'elle est en danger et elle n'a plus une seconde à perdre. Elle décide de préparer ses affaires pour partir le lendemain matin. Elle a passé un dernier appel à sa maman et au téléphone, elle est terrifiée. Mais elle se console en pensant qu'elle va bientôt quitter Simon et pouvoir commencer une nouvelle vie. Dans la poche de son jean se trouve un petit mot où elle a écrit les mots suivants. Il y a des caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Simon sent que sa compagne lui échappe et qu'elle est distante. Il a compris que cette fois-ci, il ne peut plus la garder. Il a essayé de lui parler pour lui convaincre de rester avec lui et que les choses allaient s'arranger, mais en vain, Lisa ne l'écoute pas. Elle ne veut rien entendre. Pour elle, tout est fini. On pense qu'ils ont eu une dispute assez violente puisque Lisa, elle a pris sa douche puis elle a pris son sac à main sans prendre son passeport et elle a subitement quitté l'appartement. Elle est partie vers le couloir pour prendre l'ascenseur et là, tout va basculer. Et lorsque Simon voit Lisa partir, il éclate de rage et il court après elle. Il la suit dans le couloir et il l'attrape violemment. Il la retient physiquement en plaçant sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Il la traîne alors jusqu'à leur appartement et cette scène horrible, elle a été filmée par les vidéosurveillance de l'immeuble, mais je ne peux pas les diffuser puisque YouTube va bloquer ma vidéo, mais elle est disponible encore en ligne. Et on peut y voir Lisa qui frappe à la porte de son voisin, criant « S'il vous plaît, aidez-moi, que Dieu me vienne en aide ». Malheureusement, personne ne va venir l'aider. Et 69 secondes après que Simon l'ait ramené de force à leur appartement, l'horreur va se produire. Lisa Arnoum, toujours agrippée à son sac à main, tombe de son balcon du 15e étage. Pendant ce temps, en contrebas de la zone du complexe immobilier de Lisa et de Simon, un homme nommé Joshua Randmel se rendait à pied à son travail, l'ABC, où il était rédacteur en chef adjoint.
Et Joshua il se promène dans Hyde Park, qui est juste en face de The Hyde, qui est le complexe immobilier du couple, lorsqu'il a entendu un gros bruit et il a entendu des cris. Et il pensait que c'était un homme qui avait un peu trop bu et il a commencé à crier. Il a alors relevé la tête et il a vu un homme torse nu sur un balcon au 15e étage en train de jeter ce qu'il pensait être des valises noires. Il n'a pas vu l'objet tomber sur le sol, mais il a continué de marcher et au loin, il a vu une foule de personnes regroupées et complètement affolées. Et lorsque Joshua se rapproche de la foule, il voit qu'il y a une personne qui a fait une chute fatale et qu'on est en train d'essayer de la ranimer. Et les secours sont appelés sur place et malheureusement, cette personne, c'est Lisa et il est trop tard pour elle. Nous sommes désormais le samedi 30 juillet 2011 et Lisa est décédée après une chute horrible 15e étage. Joshua à ce moment, il est complètement choqué et il a aussi vu un homme sortir de l'immeuble et pour lui, cet homme, c'est le même que celui qu'il a vu à son balcon en train de jeter un objet bizarre. Pendant ce temps au Canada, Joanne Arnum, la maman de Lisa, elle est complètement paniquée car elle a appelé plusieurs fois sa fille mais elle n'a eu aucune réponse de sa part. Elle lui a également laissé des messages, mais pareil, la maman est morte d'inquiétude. Et environ 10 heures après leur dernière conversation, Joanne reçoit un appel. Au téléphone, c'est la police de Toronto. Ils sont à l'extérieur de son appartement et ils lui disent que quelque chose de grave s'est produit. Ils doivent discuter. Joanne leur ouvre la porte et lui annonce que Lisa, sa fille, a été retrouvée morte après avoir chuté de son balcon. Joanne hurle de douleur et elle crie « Il l'a tué, il l'a tué !» Elle s'effondre et pleure toutes les larmes de son corps. La pauvre Lisa n'a pas pu échapper à son compagnon qui a refusé de la laisser partir. Simon Gitani est bien sûr le suspect numéro 1 dans la mort de sa fiancée et très vite il est interpellé par les policiers. Les autorités lui demandent s'il a tué sa femme et il déclare que Lisa a sauté du haut du balcon car elle était déprimée et qu'il n'a rien à voir là-dedans. Bien sûr, les policiers ne le croient pas. Il est inculpé pour le meurtre de Lisa et il est placé en détention provisoire, puis il sera libéré sous caution en janvier 2012. Simon nie catégoriquement avoir poussé sa fiancée. Lors d'une première audience, il plaide non coupable. Son procès débute en octobre 2013 à la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud et Simon se présente alors avec sa nouvelle petite amie, Rachel Louise Welcome, qui prend toujours sa défense. Et en fait, la thèse de Simon, comme quoi ce serait une chute volontaire, n'est pas cohérente puisqu'il y a les images de caméras de surveillance qui le montrent en train d'être violent avec Lisa et de la ramener de force dans leur appartement. Les policiers ont demandé à Simon sa version des faits et selon lui, après leur altercation dans le couloir, ils sont rentrés à l'appartement et Lisa, elle était complètement choquée et elle s'est assise dans le salon. Simon était très gêné et il s'est excusé de s'être emporté aussi violemment. Il était, selon ses dires, très embarrassé de son comportement et il est parti lui préparer une boisson chaude afin de se faire pardonner. Une autre dispute a alors éclaté car elle a refusé de lui révéler un supposé secret et il l'a accusé de lui faire des cachotteries. Puis, selon lui, Lisa a couru vers le balcon, il lui a couru après elle, mais elle était déjà en train d'escalader la balustrade. Elle est alors tombée et elle a essayé de s'accrocher au bord, il lui aurait tendu sa main mais elle est tombée. Mais cette version, elle est vite démentie par l'accusation, puisque sur la balustrade de leur logement, il n'y a aucune empreinte de Lisa, ce qui veut dire qu'elle ne l'a pas touchée. Au procès, on est revenu sur la santé mentale de Lisa et on sait qu'elle avait des troubles alimentaires récemment. Elle mangeait des grandes quantités puis elle se purgeait sans le dire à Simon. Mais il y a eu des preuves qu'au moment de sa mort, son état de santé s'était amélioré et elle avait même repris du poids, donc on dirait que ça allait mieux à ce niveau-là. La maman de Lisa, Joanne, a expliqué qu'elle avait conseillé à sa fille la veille de sa mort de prendre son passeport ainsi que son sac à main et de dire qu'elle allait sortir afin de pouvoir s'enfuir. Elle est convaincue de la culpabilité de Simon et le procureur Marc Tedeschi partage cet avis. Et pour lui, la version de Simon n'est pas plausible. Il a déclaré que le fait que Lisa avait son sac à main lors de sa chute prouve qu'elle a été jetée par-dessus le balcon et qu'il l'a bien râlé de force aussi dans l'appartement avant de se débarrasser d'elle. Selon lui, Simon est un homme contrôlant, abusif et dominateur envers Lisa et il est incroyablement jaloux de tous les autres hommes. Il a aussi été prouvé que Simon harcelait sa femme via le logiciel espion Mobistelf où il la suivait et la punissait si elle ne l'obéissait pas.
Joshua Ratmel, le témoin qui a déclaré avoir vu un homme au 15e étage jeter comme des valises, a témoigné à la barre et il a dit les mots suivants. « J'ai vu un homme sans chemise portant ce qui, à l'époque, comme je l'ai décrit, était un bagage ou un sac de sport noir ou un objet noir. Et c'est l'action sur laquelle mes yeux ont immédiatement été attirés lorsque j'ai entendu les cris. Il a ensuite affirmé que ce qu'il avait vu était en fait... Il a ensuite expliqué que ce qu'il avait vu était en fait Lisa en train de tomber. Mais l'avocat de Simon, Philip Strickland, a déclaré que Simon avait tout de même beaucoup d'amour envers sa fiancée. Il a montré comme preuve des cartes de vœux qu'il lui a écrites. Dans l'une d'entre elles, Madame Arnoum a écrit les mots suivants. Comme le lion veille sur ses petits, prend soin d'eux, les protège des dangers de cette manière, il les aime inconditionnellement et leur enseigne la force et le courage, les relève quand ils tombent et sont toujours à leur côté. Tu es mon lion Simon, mon roc, mon tout. Selon M. Strickland, Lisa aimait Simon et elle est restée avec lui parce que justement elle le voulait. Et elle avait une vision schizophrène de leur relation où, je cite, « D'un côté je le déteste et de l'autre, je ne veux pas que ça se termine. » Ça, ce sont les mots de l'avocat. Et vers la fin du procès, son avocat a demandé à ce qu'il soit libéré sous caution, mais sa demande a été refusée. Et à ce moment-là, sa copine Rachel a énormément pleuré. Mais qui est vraiment Simon Gitani? On va parler un petit peu de lui avant de parler de sa sentence. Simon, c'est un homme qui aime se faire passer pour un gentleman et un homme avec de la classe. Et il portait des costumes chics et chers, il avait un style très tape à l'œil et avait une haute opinion de lui-même. En fait, il prenait très soin de son apparence. Il faisait croire à Lisa qu'il pourrait lui offrir une vie de luxe et de confort. Il se présentait comme un importateur de chaussures et il prétendait faire partie de la classe aisée de Sydney. Mais en vérité, Simon est un charlatan. C'est un voyou qui a déjà été reconnu coupable de recel de biens volés et de 2 agressions violentes dont une blessure interne. Et en 2011, il a été pris en pleine possession d'ecstasy et il me semble qu'il a fait de la prison pour ça. C'est un homme menteur, manipulateur et violent qui se cache derrière le compagnon qui joue les séducteurs. Simon, il a des antécédents de violence et des difficultés à se contrôler puisqu'il a déjà été condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir mordu une partie de l'oreille d'un policier. Et pour vous montrer à quel point il est sournois, il a élaboré un plan afin d'échapper à cette peine. En fait, il a convaincu le juge qu'il a trouvé la foi et qu'il s'est repenti et qu'il souhaite désormais devenir catholique. Le juge l'a alors libéré et il a dit qu'il allait se rendre en France afin de cheminer dans la foi et de devenir prêtre. Mais peu de temps après, il a abandonné son noviciat. Le noviciat, c'est le temps probatoire à l'engagement dans la vie religieuse. Et en fait, tout cela était complètement faux, il a juste manipulé le jury. Simon, comme je l'ai dit, c'est vraiment un expert dans la manipulation et dans le contrôle. Et après Lisa, Simon, il a retrouvé l'amour avec Rachel Louise Wellcome, qui était présent pour lui chaque jour de son procès, et elle a soutenu de façon incontestable, et elle a toujours clamé que Simon est un copain doux et aimant, et que c'est le meilleur des partenaires. Au moment de son procès pour la mort de sa fiancée, Simon, il est fauché. Et c'est sa petite amie Rachel qui paye son loyer, et son entourage a fait des demandes de prêt afin de payer sa défense, mais les demandes ont été rejetées. Sa famille et lui avaient déjà dépensé plus de 200 000 $ en frais juridiques. Un mois avant son procès, il a fait une demande d'aide juridique, mais elle a été refusée. Il n'y avait pas assez de fonds pour un procès devant un jury et ses avocats ont déclaré qu'il y en avait uniquement pour un procès devant un juge seul qui serait un peu plus court. Le mercredi 27 novembre 2013, le juge McCallum a déclaré Simon coupable du meurtre de Lisa Arnoum dans un élan de rage incontrôlable. Il a estimé que les témoignages de Simon n'étaient pas convaincants et qu'il avait l'air de jouer un rôle. À l'annonce du verdict, Rachel Louise Wellcome a crié « Tu as tort !» et elle a quitté la salle d'audience en larmes. Elle a toujours défendu Simon comme je l'avais dit. Et Joanne Arnoum, la maman de Lisa, a déclaré qu'après cette sentence, il n'y avait pas de gagnant et qu'elle espérait mettre en place des services de soutien pour les familles des victimes de violences domestiques. Et le juge McCallum a déclaré que les circonstances de la mort de Lisa sont choquantes et tragiques. Rachel était bien déterminée à protester contre cette sentence. Elle a donc fait plusieurs manifestations à Sydney pour libérer et innocenter Simon. Elle a manifesté afin de remettre en question plusieurs preuves et elle souhaitait que le juge réévalue son jugement. Et le 12 février 2013, le juge McCallum a
condamné Simon Gitani à une peine minimale de 18 ans et à une peine maximale de 26 ans pour le meurtre de Lisa Arnum. Alors j'ai pas trop compris la sentence, mais c'est comme ça qu'elle a été dite. Il a déclaré que Simon n'a montré aucun remords et qu'il avait peu de chances d'être réhabilité. Simon a demandé à faire appel, mais en 2016, sa demande d'appel a été rejetée à la même cour. Il purge désormais sa peine à la prison de Park Lea et il deviendra admissible à une liberté conditionnelle en 2031. Après la mort de Lisa Arnum, la fondation du même nom qu'elle a été créée dans le but d'aider toutes les victimes d'abus et les familles à vivre en sécurité, à l'abri de la peur et de la violence domestique. L'association apporte son soutien et fait de la prévention sur la violence domestique. Et c'est tout pour la triste histoire de Lisa Arnum, une femme prise au piège par son fiancé qui a préféré se débarrasser d'elle plutôt que de lui rendre sa liberté. Alors, pour conclure, j'ai vraiment pas de mots à dire à part que cette histoire m'a vraiment choquée et bouleversée. Et je la trouve vraiment terrible en fait. Je suis vraiment attristée pour Lisa et c'est vraiment dommage qu'elle a pas pu s'en sortir, qu'elle a pas pu échapper à temps à Simon. Car pour moi, Simon, c'est lui le coupable, c'est lui qui a poussé Lisa et il l'a manipulée tellement, il l'avait tellement enfermée dans son jeu que ça peut être que lui le coupable. Elle pouvait pas se jeter par elle-même, je pense. Et j'ai vraiment pas de mots à dire tellement je suis choquée et cette histoire, elle me laisse sans voix. Juste que Simon, pour moi, c'est un homme vraiment, il n'y a pas de mots pour le décrire. Et ce qu'il a fait à Lisa, c'est vraiment terrible. Et j'espère qu'elle repose en paix désormais et que sa famille pourra trouver le courage d'aller de l'avant malgré cette terrible épreuve. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Et je vous dis à la prochaine. Et encore, bonne fête à vous et profitez bien de cette période avec vos proches. À très vite.